2 jours plus tard, nous étions fin prêts pour le départ. À mi-chemin de la rivière, le docteur se rappela soudain qu'il avait laissé le pot à bouillon sur le feu. Heureusement, un merle qui logeait dans notre jardin put aller prévenir Dab-Dab de notre part. Ma mère me recommanda de toujours garder les pieds au sec, et mon père me décocha une sorte de sourire de travers et me souhaita bonne chance. Enfin, après avoir tiré et tiré sur la chaîne, nous levâmes l'ancre et larguâmes les amarres. Pour moi, ce fut bien sûr un grand et merveilleux moment, surtout quand nous eûmes enfin dépassé le petit phare à l'embouchure de la rivière et que l'horizon ne fut plus borné par une terre. Jip était sur le coqueron, essayant de repérer les épaves flottantes, les bancs de sable ou tout autre danger. Chacun de nous s'était vu confier une tâche précise, une partie de ce que représentait la conduite d'une embarcation. Jusqu'au vieux Polynésie, qui prenait la température de la mer avec le thermomètre de bain du docteur attaché à l'extrémité d'une ficelle afin de déceler la présence éventuelle d'un iceberg dans les parages. Alors que je l'entendais pester doucement contre les maudits chiffres qu'il ne parvenait pas à lire dans la lumière du crépuscule, je me rendis compte que le voyage avait commencé pour de bon et que très bientôt il ferait nuit. Ma première nuit en mer. Un passager clandestin dans la cale, capitaine. Comme c'est ennuyeux. Stubbins, descends avec Bumpo et ramène l'homme. Mathieu, que diable fais-tu ici? La tentation était trop forte, docteur. Comme je savais que tu avais besoin d'un homme supplémentaire, j'ai pensé qu'en restant caché jusqu'à ce que l'on soit en pleine mer, je viendrais, comme qui dirait, à point. Juste au moment où j'ai tiré mes jambes, ton cuisinier africain est passé par là et a vu mes pieds dépassés. J'admets que l'air marin n'est pas trop bon pour mes rhumatismes. En effet, Mathieu. Bumpo, veux-tu descendre me chercher la petite carte? Il me faut connaître l'emplacement des phares avant de changer notre cap et de rallier la côte. Très bon, capitaine. Quant à toi, Mathieu, tu pourras prendre la diligence qui relie Penzance et Bristol. Et de là, Puddleby ne sera plus très loin, comme tu le sais. 2 autres passagers clandestins, capitaine. Je les ai trouvés dans ta cabine, cachés sous ta couchette. Bonté divine! Qui sont ces individus? Je ne vois pas leur visage avec cette faible lumière. Gratte une allumette, Bumpo. C'était Luc et sa femme. Ils avaient tellement reçu de visites de gens qui avaient entendu parler du célèbre procès que leur vie était devenue intenable. Le docteur, après avoir fait remonter sa trousse de médecine et administré à Madame Luc des sels volatiles et des sels de vinaigre, déclara que la meilleure chose à faire était, à son avis, de leur prêter de l'argent et de les débarquer à Penzance avec Mathieu. Il écrivit également une lettre à un de ses amis qui vivait dans cette ville, dans laquelle il lui recommandait Luc, espérant ainsi qu'il lui trouverait du travail. Et voilà, il prête le dernier argent qu'il avait. 3 livres et 10 shillings. Le docteur accompagna ses passagers clandestins jusqu'au rivage, dans notre petite chaloupe, et leur trouva des chambres d'hôtel. J'étais content d'aller me coucher, encore que j'avais bien aimé veiller aussi scandaleusement tard. Tandis que je grimpais sur ma couchette, je m'aperçus que je pouvais, grâce au hublot situé à la hauteur de mon coude, voir les lumières de Penzance se balancer doucement au gré des mouvements du bateau à l'ancre. On aurait dit qu'un petit spectacle divertissant avait été conçu pour me bercer avant de m'endormir.